Salut Léo. Salut. La semaine prochaine, comme tous les ans, c'est la semaine de la francophonie. Et demain ouvre aussi le Salon du Livre, si je ne me trompe pas. Bref, on va beaucoup parler de la langue française dans les 10 prochains jours. Tu voulais aujourd'hui dépoussiérer un peu cette idée de francophonie, montrer que ça peut notamment faire évoluer les rapports nord-sud. Et oui, parce que la francophonie, pour beaucoup de gens, en France en tout cas, c'est quoi ? Des colloques ennuyeux, des questions absconses et abstraites, des histoires de coupeurs de cheveux en quatre, ou alors encore pire, des subventions décidées en France par les Français pour je ne sais quel projet en Afrique, une bibliothèque et un cinéma, du matériel pour une salle de concert. Bref, une francophonie qui ne serait en fin de compte qu'une forme de préférence linguistique pour l'aide au développement. Pour tout dire, c'est fumeux, c'est étranger, c'est ringard. Bon, mais c'est un peu aussi l'idée, cette idée, c'est aussi l'idée du gouvernement actuel qui, en même temps, et malgré ça, prétend vouloir faire de la francophonie une cause nationale. Emmanuel Macron et son gouvernement ont lancé en janvier une plateforme sur Internet pour soi-disant recueillir les idées des locuteurs de français dans le monde. Ça s'appelle monidéepourlefrançais.fr. Bon, honnêtement, ça s'adresse surtout aux gens qui ont une caméra ou un téléphone performant, un ordinateur et une bonne connexion Internet. Et je doute, par exemple, qu'à Bukavu, dans l'est de la République démocratique du Congo, où on parle un excellent français, précis, engagé, cultivé, beaucoup de gens aient accès à ce porte-voix. Mais enfin, notre ministre de la Culture a estimé que ce site était un nouveau souffle pour la francophonie, donc tout va bien. Le bilan de ce site sera suivi par l'annonce, comme d'habitude, d'un grand plan par Emmanuel Macron la semaine prochaine. Mais bon, personne n'attend grand-chose de ce grand plan, sauf peut-être quelques chefs d'entreprise. Bref, pour beaucoup d'intellectuels et d'écrivains francophones, les moulinets des dirigeants français font surtout beaucoup de vent, encore une fois, et ils passent totalement à côté des vrais enjeux. On se souvient par exemple de l'écrivain et académicien Alain Mabankou qui a refusé de participer au machin du président Macron il y a quelques mois. Pour lui, le projet du président évacue totalement la dimension politique de la francophonie. Encore une fois, il s'agit d'asseoir une prédominance française sur le monde francophone qui adouberait du même coup des autocrates dans des post-colonies animées par des managers aussi cupides que les nôtres. Rien de bien neuf donc. Pourtant, il existe des idées intéressantes. L'espace francophone, regardez, c'est ça. Plus exactement, voilà les uns après les autres les pays membres de l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF. Ils sont sur tous les continents. Parfois, la langue nationale n'est pas le français, mais il y a une présence culturelle importante de la France, notamment à travers des lycées prestigieux ou des instituts français. On note, bien sûr, vous le voyez sur la carte, une très forte présence africaine. Puis il y a aussi les pays observateurs qui ne sont pas négligeables non plus, notamment dans les anciens pays de l'Est, à qui l'Empire soviétique a laissé de très mauvais souvenirs, mais qui sont aujourd'hui pas mal inféodés à l'OTAN, donc plutôt à un monde anglophone. Mais regardons plutôt vers le sud. Tous ces pays, ce ne sont pas des territoires francophones mineurs par rapport à une opposition, par opposition à une métropole française majeure. Ce sont des vieilles nations avec des littératures, des musiques, des héros, des imaginaires, des argots, des centaines de milliers de jeunes qui inventent leur propre langue, qui puisent dans les livres, le cinéma, la chanson, la poésie et dans l'histoire pour s'émanciper. Et pourtant, on s'obstine à rester sur cette vieille idée qu'il y aurait au centre de la francophonie la France, ou plus rikiki encore Paris, alors que précisément la démographie aidant, le nombre de locuteurs français devrait quasiment tripler d'ici à 2050, de 274 millions aujourd'hui à 750 millions grâce à l'explosion démographique en Afrique et peut-être en 2050 et peut-être et seulement 70 millions de Français. Alors c'est une occasion en or pour inventer une nouvelle forme de relation entre le Sud et le Nord, comme on dit, mais aussi de sortir de la fracture postcoloniale entre l'Occident et le reste du monde, surtout que l'Occident, pour le dire franchement, c'est surtout aujourd'hui un monde dominé par l'anglais, ou par le globish, comme on dit, plus exactement, le global English, et aussi par sa métropole, les États-Unis, voire même la Silicon Valley. Je rappelle que, par exemple, en Europe, plus de 80% des documents produits par l'Union européenne le sont en anglais, alors que ce n'était que 45% en 1990. Et vous le savez, l'empire numérique américain n'exporte pas seulement des technologies, il exporte aussi des concepts, des formats, toutes sortes de choses contraignantes qui nous sont imposées et qui nous en imposent. Alors la francophonie, ça pourrait être un grand ensemble transnational sans centre, sans commandement supérieur, donnant ses consignes et octroyant ses faveurs à ses obligés, une vraie révolution. Alors pour parler de tout ça, j'ai discuté avec l'écrivain Abdourahmane Ouaberi. Certains d'entre vous le connaissent peut-être. Abdourahmane Ouaberi est né à Djibouti, l'une des perles du pays des Somalis.
Jeune homme, il est devenu un brillant étudiant, puis un brillant professeur de lycée en France. Il est l'auteur d'une dizaine de livres, des romans, des nouvelles, de la poésie aussi. Alors mes favoris personnels, c'est Balbala, du nom d'une banlieue de la ville de Djibouti, le roman Passage des larmes aussi, mais j'avoue une tendresse particulière pour La divine chanson, que je vous recommande, paru en 2015 aux éditions Zulma. Écoutez ce qu'il dit de cette idée de monde décentré. Si là on parle d'une politique francophone, évidemment on peut faire un autre récit donc on peut avoir par exemple une politique en tout cas on va dire un récit francophone qui ne passe pas par le biais d'un centre parisien qui domine les autres, mais on peut avoir une francophonie décentrée et on peut avoir un récit émancipatoire. Par exemple, vous voyez, tous les récits qui nous viennent des Antilles, qui parlent d'émancipation. Donc il y a du jacobinisme haïtien, par exemple, qui s'exprime en français, Toussaint Louverture, la grande littérature haïtienne, qui est d'essence émancipatrice, n'est pas francophone, on va dire, elle est de par l'histoire, mais elle n'a plus besoin d'un dictat ou d'un ordre qui viendrait de Paris. Donc on peut avoir une autre manière de vivre la langue française et l'imaginaire français sans avoir à passer par un centre parisien qui dominerait. Même si éditorialement il domine, et il ne faut pas les nier. Hein. Voilà, Abdourahmane Ouaberi, avec qui je me suis entretenu une vingtaine de minutes. Vous pouvez retrouver l'intégralité de notre entretien sur le site lemediatv.fr. Alors voilà, tout est inventé pour la francophonie. Je vous engage à bien écouter ce que dit Abdourahmane Ouaberi. Il ouvre des pistes enthousiasmantes pour ceux qui souhaiteraient s'intéresser un peu sérieusement à ce sujet, et pas seulement pour se faire de l'argent ou pour renforcer l'influence de la France dans le monde, mais bien plutôt pour prendre la mesure de l'enjeu. Rien de moins qu'une clé pour commencer à dénouer toutes sortes de problèmes brûlants actuels, comme ce qu'on appelle l'intégration, la migration, l'éducation, la diplomatie de la paix, l'indépendance de la France et de l'espace francophone vis-à-vis des empires et des rapports nord-sud. Et aussi, évidemment, les normes et les standards du monde de demain. Merci beaucoup Léo. C'est vrai que ça fait du bien d'avoir un autre regard sur la francophonie.